Alors, on va changer complètement de sujet, hein, là. Non, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Ah, merci, c'est gentil. Vous pouvez me le mettre? Il s'appelle GHAPLF, le premier, là. Oui. Alors, on va changer de sujet. Alors, on m'a demandé de parler de indications et risques de l'hormone de croissance. Alors, j'aime pas le mot risque, alors j'ai changé pour effet, parce que dans l'idée que si on prescrit un traitement par hormone de croissance, on n'a pas très envie d'exposer les patients à des risques, ou alors on le fait en contrôlant ce qu'on fait. Voilà, donc... alors, l'hormone de croissance, donc le traitement par hormone de croissance cible le cartilage de croissance. Hein, donc, la cellule, l'organe qu'on veut atteindre, c'est le cartilage de croissance. Et vous savez qu'on fait des radios d'âge osseux pour suivre la croissance, etc. La radio d'âge osseux, c'est une radio de main. Mais nous, ce qu'on veut traiter, c'est les jambes, hein, c'est pas les mains. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Et donc, le cartilage de croissance, avec le traitement par hormone de croissance, on va agir soit directement par l'AGH, mais beaucoup plus par son intermédiaire qui est l'IGF-1, dont je vais reparler. Mais en fait, sur cette cellule de cartilage de croissance, il y a beaucoup d'autres facteurs qui agissent. Et donc, quand on fait un traitement par hormone de croissance ou qu'on parle de croissance avec une famille ou avec un enfant, il ne faut pas oublier de parler de nutrition, donc de calcium et de vitamine D, bien sûr, des apports en protéines, etc., de tout l'ensemble, de la pathologie inflammatoire, de la façon dont il dort, dont il fait du sport, etc. C'est une approche globale. La croissance, ce n'est pas que le traitement par hormone de croissance. Il faut évidemment avoir une petite idée de la dynamique de la croissance pour avoir une idée des objectifs qu'on veut atteindre quand on fait un traitement par hormone de croissance. Donc ça, c'est la courbe de la vitesse de croissance chez l'enfant que vous connaissez évidemment très bien. Donc en rouge, la courbe de vitesse de croissance, ça, c'est les chiffres, c'est les centimètres par an. Donc au cours de la première année de vie, l'enfant grandit énormément. Il va prendre 25 centimètres pendant sa première année de vie. C'est là où on grandit le plus. Et puis on a une phase où il y a une perte vraiment progressive et massive du cartilage de croissance. Et on va regrandir, c'est le pic pubertaire au cours de la puberté. Mais vous voyez que la croissance au cours de la puberté, même si on dit ah oui, il grandit beaucoup, c'est le pic pubertaire, ça n'a rien à voir avec la phase de croissance néonatale où on a beaucoup de cartilage de croissance et on va agir à ce moment-là sur un cartilage de croissance qui est déjà finalement très, très petit, qui a déjà beaucoup vieilli et il en reste beaucoup moins que dans la période néonatale. Donc en fait, les enfants, je dis juste ça parce que les enfants qui naissent déjà petits, donc les RCIU, ils ont déjà en fait perdu énormément de centimètres. Les enfants qui ne grandissent pas dans les premières années de vie, ils ont perdu beaucoup de leur potentiel de croissance et ça, on va avoir beaucoup de mal à le rattraper. Et comment la moyenne de démarrage du traitement par hormone de croissance, c'est 9 ans. Il y a un énorme retard à l'allumage en fait. Et donc en fait, quand on commence un traitement là, à 9 ans, il vous reste plus que ça pour agir. Et finalement, c'est pas que les carottes sont cuites, mais enfin, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein, d'accord ? Voilà. Donc les indications du traitement par hormone de croissance, elles sont bien définies. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, alors qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le seul traitement qui permet d'améliorer la croissance chez l'enfant. Donc il y a les anomalies de sécrétion de l'hormone de croissance, donc le déficit en hormone de croissance, le syndrome de Prader-Willi ou le syndrome de Noonan, qui sont des pathologies dans lesquelles il y a une anomalie de la sécrétion de l'hormone de croissance. Il y a les anomalies de l'action de l'hormone de croissance,
croissance dans lequel il peut y avoir une résistance à l'action de l'hormone de croissance. Donc les enfants qui sont nés petits pour l'âge gestationnel, les enfants avec une insuffisance rénale chronique. Et puis il y a des patients qui ont une pathologie génétique du chondrocyte, donc les filles avec un syndrome de Turner ou les enfants avec une mutation du gène SHOX, qui est le gène qui est responsable de la petite taille dans le syndrome de Turner, qui est sur le chromosome X, et qui est une pathologie du chondrocyte, donc une maladie osseuse constitutionnelle. Donc ça, c'est les indications reconnues aujourd'hui du traitement par hormone de croissance. Donc on fait un traitement évidemment pour améliorer la taille des enfants, donc à la fois la taille aujourd'hui, au moment où on a l'enfant devant soi, pour améliorer sa vie à l'école, sa vie, etc., sa vie au cours de son enfance, et puis améliorer la taille finale. On n'a pas qu'un objectif de taille finale, et puis on fait aussi un traitement pour améliorer la qualité de vie, le bien-être des enfants. Enfin, c'est ce qu'on voudrait. Après, on fait ce qu'on peut, comme je vous ai dit. Alors, le déficit en hormones, je ne vais pas tous les faire, j'ai dû faire un choix. Donc, le déficit en hormones de croissance. Alors, l'hormone de croissance, donc, vous le savez, elle est produite par l'hypophyse sous l'action de deux stimulus, un positif, le GHRH, et un qui freine, la somatostatine. Mais il y a aussi, elle est stimulée également par les stéroïdes sexuels et la gréline qui vont augmenter la production d'hormones de croissance. L'hormone de croissance permet la production de l'IGF-1 qui va être le marqueur qu'on va suivre au cours des traitements par hormone de croissance. Mais tout ça agit, comme je vous l'ai dit, sur le cartilage de conjugaison. Donc les actions de l'hormone de croissance, c'est la prolifération des chondrocytes, donc la croissance des cartilages de croissance. Mais l'hormone de croissance a également beaucoup d'actions métaboliques. Elle est très anti-insuline, donc elle est hyperglycémiante, lipolytique, et elle favorise une action d'anabolisme. Donc c'est une hormone qui est bonne pour l'organisme. C'est une hormone positive. Comment est-ce qu'on explore l'hormone de croissance? Sa sécrétion, le problème, c'est que sa sécrétion est pulsatile et surtout la nuit. Donc, du coup, on ne peut pas faire une prise de sang et qu'on est obligé de la faire sortir de l'hypophyse. Donc, les endocrinologues adorent les tests. Et donc, on va utiliser des stimuli pour soit stimuler le GHRH, soit freiner, faire mettre le frein sur la somatostatine. Donc on a plusieurs produits en pharmacologie qui nous permettent de faire ça, qui ont des avantages, des inconvénients. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le gold standard, c'est l'hypoglycémie, d'induire une hypoglycémie par l'insuline, mais que c'est pas toujours bien toléré. Dans tous les cas, tous les tests sont contre-indiqués en dessous de l'âge de 6 mois ou chez l'enfant de moins de 10 kg. Donc on n'en fait pas chez les tout petits, et que ces tests sont peu fiables, non reproductibles, coûteux parce qu'il faut mettre les enfants en hôpital de jour, et ils sont quand même très pénibles pour les enfants parce que quand on les met en hypoglycémie à l'insuline, c'est pas du tout agréable, ou alors qu'on leur fait une injection de glucagon, c'est pas du tout non plus agréable. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de désavantages à ces tests. Donc juste pour vous donner sur l'idée de la fiabilité, de la reproductibilité, quand vous faites un premier test pour dire que la sécrétion d'hormones de croissance est normale, il y a un seuil qui a été fixé à 20 millilitres, 20 milliunités par litre, alors qu'on sait que les enfants petits sécrètent beaucoup plus d'hormones de croissance, et au cours de la puberté également, ils en sécrètent beaucoup plus. Or, on a un taux unique pour l'enfant de 0 à 18 ans. Donc ça déjà, c'est un petit problème. Et donc, quand vous faites ça, vous prenez des enfants dans la rue, vous faites un test, vous aurez 30% d'enfants que vous allez trouver déficitaires, avec une taille normale. Donc, en fait, chez les enfants petits, il faut faire 2 tests. Et même avec 2 tests, on a 20 à 25% de faux positifs. Donc, c'est un test qui n'est pas très bon pour le diagnostic du déficit en hormones de croissance. Il y a des variations, c'est influencé par énormément de facteurs. C'est ça qui explique cette difficulté. Donc, le diagnostic
diagnostic, ce test est essentiellement utilisé pour la prescription du traitement. Et donc pour la prescription du traitement, il faut que les enfants soient petits et il faut 2 tests qui répondent à la définition du taux en dessous de 20 unités par ml. Mais on peut s'en passer, c'est-à-dire que quand vous avez une suspicion d'une vraie pathologie de l'hypophyse, on peut se passer du test de stimulation, voilà, si vous avez des vrais arguments cliniques, radiologiques, biologiques de déficit en hormones de croissance. Donc, si on peut s'en passer, comment est-ce qu'on va faire un diagnostic fiable d'un déficit en hormones de croissance? On va utiliser 2 autres examens paracliniques qui vont donner de la fiabilité à votre diagnostic. Premièrement, le dosage de l'IGF-1, qui lui n'est pas pulsatile, qui a vraiment une belle stabilité dans la circulation. Pardon ? Mais qui dépend de l'état nutritionnel, absolument, qui dépend beaucoup de l'état nutritionnel. Donc, on utilise le dosage de l'IGF-1 et l'IGF-1 lui-même a des actions métaboliques importantes et on utilise l'imagerie hypophysaire. Donc, quand on a ces 2 éléments-là qui sont pathologiques, on peut faire un bon diagnostic de déficit hypophysaire et c'est là où on n'a pas forcément besoin de faire de tests, mais il faut pouvoir peser le pour et le contre. Donc le traitement par hormone de croissance, c'est un traitement qui se fait en administration quotidienne, sous-cutanée, parfois 6 jours sur 7, ça dépend de vos habitudes. Et la dose dans le déficit, c'est entre 25 et 35 microgrammes par kilo et par jour. Et à partir du moment où on commence, on va jusqu'à la fin de la croissance. Et on fait des ajustements réguliers sur le poids, sur l'efficacité, parce que le traitement, si on fait un traitement par hormone de croissance, il doit être efficace. On surveille également l'IGF-1, la tolérance et l'adhésion au traitement. Donc on réévalue très régulièrement ces patients. Alors, on m'a demandé les effets à long terme. Donc, quels sont les effets à long terme de ce traitement? Alors, il y a des tas d'études. Donc ça, c'est pas possible de faire tout. Il y a des facteurs qui vous permettent de prédire quel va être votre résultat à long terme, c'est-à-dire sur la taille finale de ces enfants. L'âge auquel on a commencé, plus c'est tôt, meilleur est le résultat. La taille des parents, plus vos parents sont grands, plus vous avez de chances d'être grand. Donc ça, tout le monde le sait. Il n'y a pas besoin d'être médecin pour le savoir. La dose que vous utilisez, plus vous mettez d'hormones de croissance, plus vous grandissez. Le pic de réponse au traitement, le poids de naissance des enfants et la cause du traitement. C'est-à-dire que quand il y a des anomalies à l'IRM et une IGF-1 basse, c'est-à-dire quand on est dans un vrai déficit, une vraie maladie de l'hypophyse, on répond beaucoup mieux au traitement que les enfants chez qui on fait 2 tests et on va trouver un taux à 19 milliunités par litre où on ne sait pas si on est vraiment dans un déficit ou dans un faux positif du test. D'accord ? Donc, les études sont toutes concordantes pour dire que dans le déficit en hormones de croissance, dans le vrai déficit en hormones de croissance, l'hormone de croissance permet de récupérer intégralement le retard de croissance. Donc ça, c'est très chouette. C'est le malade dont tout le monde rêve parce que vous lui donnez un tout petit peu de GH et hop, il grandit comme un champignon. Donc ça, c'est vraiment super. Et je vous ai mis là 2 études. Une qui a montré, donc ça, c'est la taille avant traitement, la taille des parents et la taille à la fin du traitement. Vous voyez qu'on récupère complètement, on arrive au même niveau que la taille des parents. Et ça, c'est la cohorte de bicêtre des enfants qui ont une maladie hypophysaire et qui sont traités par hormones de croissance. Donc là, c'est la taille des parents, la taille au moment du diagnostic. Et vous voyez qu'au cours du traitement, on arrive à tout récupérer et on ramène les enfants exactement à la taille de leurs parents. Donc ça marche vraiment super bien. C'est très agréable. À la fin de la croissance, qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants qui ont un déficit en hormones de croissance ? Qu'est-ce qu'on va faire de ce traitement par hormones de croissance ? En fait, les enfants qui ont une maladie hypophysaire génétique,
plusieurs déficits hypophysaires, eh ben, en fait, il faut continuer le traitement, puisque, comme je vous l'ai dit, l'hormone de croissance a des actions métaboliques qui sont importantes, en particulier sur le maintien de la masse musculaire. Ça a été aussi démontré sur la qualité de vie, et donc on doit continuer le traitement. Les patients qui ont un déficit seulement dans l'hormone de croissance, là, c'est plus difficile. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on arrête le traitement pendant 1 mois et on refait les tests pour savoir s'ils sont toujours déficitaires ou pas, et savoir s'ils vont continuer le traitement à l'âge adulte. Et puis les enfants pour lesquels on les a traités en sachant très bien que bon, c'était pas vraiment des déficits en hormones de croissance, bah ceux-là on les reteste même pas, on arrête le traitement et puis voilà, on leur dit au revoir. Voilà, donc ça c'était pour le déficit en hormones de croissance. Je vais vous parler un petit peu et rapidement du syndrome de Turner et des résultats dans le syndrome de Turner, parce que pour juste avoir une petite idée, donc vous connaissez très bien la maladie, hein, c'est une maladie qui touche les filles. Alors, sans traitement, les filles avec un syndrome de Turner, elles ont 20 cm de moins que... donc ça, quel que soit le pays. Donc en France, on passe de 163 cm à 141 cm. Hein. Donc ça a été bien montré. Et avec traitement, donc ça, c'est les études pareilles dans les différents pays. En taille finale, les jeunes filles, elles font à peu près 6 ans de traitement. Elles gagnent en moyenne 8 cm. Mais le traitement est commencé relativement tardivement, et ça c'est vrai dans quasiment tous les pays. Ce qui améliore le résultat, c'est de commencer le plus tôt possible, c'est de donner, c'est la dose de traitement, et comme je vous rappelle qu'elles ont une insuffisance ovarienne, c'est d'associer des œstrogènes à toute petite dose à partir de l'âge de 12 ans, donc pas trop tôt non plus. Donc ça marche bien aussi. Et en fait, il y a une question dans le syndrome de Turner, c'est est-ce que de les faire grandir, ça améliore la qualité de vie ? Un point, j'en ai parlé un petit peu au début, est-ce que c'est un point important ? Donc là, en fait, ces jeunes filles, elles ont, quand elles sont adultes, elles ont des scores de qualité de vie qui sont corrects, sauf dans certains items. Donc elles ont une atteinte cardiaque, dans l'audition elles ont des scores qui sont pas bons, et dans leur développement pubertaire. Mais en fait, dans les études de qualité de vie, en fait, elles parlent même pas de leur taille. La plupart du temps, elles savent même pas combien elles mesurent, alors qu'elles ont fait 6 ans de traitement par hormone de croissance. Donc c'est un petit peu perturbant, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, elles ont un gros problème d'insertion dans leur vie sociale et de faible estime de soi, avec un gros impact de l'aspect physique et du problème de l'insuffisance ovarienne, avec une absence d'expérience sexuelle, etc., qui va impacter beaucoup leur vie, beaucoup plus que la question de la taille. Donc ça questionne un peu les endocrinologues sur l'indication du traitement par hormone de croissance dans cette maladie. Un petit point sur les enfants qui sont nés petits pour l'âge gestationnel. Alors, le tableau, on ne va pas le regarder, c'est juste pour dire que ça, c'est les causes qui ont été impliquées dans le RCIU. En fait, on dit les enfants nés SGA, mais c'est en fait un fourre-tout avec énormément de diagnostics. Et donc, du coup, nous, on va traiter ces enfants-là, alors qu'on peut traiter un enfant qui a eu une insuffisance placentaire, et puis l'enfant d'à côté, ça va être une maladie osseuse constitutionnelle. Donc, du coup, les études, c'est très, très hétérogène, les populations qu'on va regarder. Et ça, donc le diagnostic SGA, c'est pas un diagnostic, c'est un symptôme. Il faut avoir un peu ça en tête quand on analyse les résultats. Hein. Donc, qui est-ce qu'on traite quand on traite les enfants nés SGA ? Bon, alors ça dépend de la définition qu'on va prendre. Pour l'AMM du traitement par hormone de croissance, il faut utiliser les normes du Sher et McLean. Mais après, il y a plein de définitions d'être né petit pour l'âge gestationnel, et donc il faut être né petit et il faut être petit, bien sûr, mais pour ces enfants-là, on va quand même vérifier qu'ils n'ont pas d'autres causes à leur petite taille. Donc ça, il ne faut pas oublier de faire ça, et en particulier pour les filles qu'elles n'ont pas un syndrome de Turner ou alors qu'il n'y a pas un déficit en hormone de croissance. Est-ce que ça marche l'hormone de croissance dans cette maladie ? La réponse est oui. Donc quand on les traite, ils grandissent très bien et ils continuent à grandir vers ceux qui ne reçoivent pas d'hormones de croissance. Et si vous arrêtez le traitement,
eh ben, ils grandissent plus. Donc, c'est des patients qu'il faut traiter et qu'il faut continuer de traiter. Ça a aussi un effet métabolique bénéfique sur la masse grasse et la masse maigre, donc ça, et sur la sensibilité à l'insuline. Donc ça, c'est important. Et sur la taille finale, le gain moyen est de 1 déviation standard. Donc c'est pas non plus mirobolant, hein. Alors, je vais aborder la question des effets à long terme, qui est une question qui est intéressante et qui n'est pas très facile à discuter. Donc, il y a la question GH et cancer. Est-ce qu'il faut traiter les enfants qui sont guéris d'un cancer? Est-ce qu'il faut traiter par hormone de croissance les enfants qui sont guéris d'un cancer? Alors, on voit un certain nombre d'enfants qui viennent nous voir parce qu'ils sont petits. Et donc, si vous ne prenez pas en compte la question de la taille, c'est quand même un peu la double peine, hein. Vous avez eu la maladie tumorale. Et après, ils peuvent avoir des séquelles qui sont parfois majeures sur les fonctions endocrines qui sont liées au fait qu'ils ont un déficit en hormones de croissance. Ils font une puberté avancée qui est souvent secondaire à l'irradiation qu'ils peuvent avoir reçue sur le système nerveux. Il y a aussi une irradiation, quand il y avait avant, il y en a moins maintenant, mais les irradiations corporelles totales irradiaient les cartilages de croissance. Et donc ça aggrave le pronostic de taille de façon très importante. Donc il y a ça a été démontré, un vrai risque de petite taille post-traitement du cancer. Et on sait aussi que ces enfants-là, quand on les traite par hormone de croissance, ça fonctionne bien et ça améliore la taille actuelle et la taille finale. Donc pourquoi est-ce qu'on hésite à traiter ces enfants qui sont guéris d'un cancer? Parce que l'hormone de croissance et l'IGF-1 sont des facteurs de croissance, donc il y a une hésitation naturelle, hein, bien sûr. Il y a un lien entre IGF-1 et cancer. Il y a dans la maladie que vous connaissez qui s'appelle l'acromégalie, les patients ont des taux d'IGF-1 élevés et il y a une augmentation de l'incidence de certains cancers, en particulier le cancer du côlon. Donc tout ça, ce sont des éléments qui font réfléchir et il y a eu certaines études rétrospectives dans des grandes cohortes qui avaient fait un lien d'association entre traitement par hormone de croissance et cancer du côlon. Donc c'était en particulier au début des années 2000. Donc ensuite, il y a d'autres études qui ont dit est-ce qu'il y a un risque de cancer quand on traite les enfants sous hormones de croissance? Donc, alors là, dans les syndromes de prédisposition génétique, il n'y a pas d'augmentation de développer une tumeur quand on traite les enfants par hormone de croissance. Là, la réponse, elle semble assez claire aujourd'hui. Donc, par exemple, dans le rétinoblastome, qui est une maladie quand même grave, les patients peuvent développer des tumeurs, mais c'est un risque qui est indépendant du traitement par hormone de croissance. C'est la même chose chez les enfants qui sont déjà traités pour un cancer. S'il y a un risque de rechute, celui-ci n'est pas lié au traitement par hormone de croissance, ni à sa durée, ni à la dose. Donc ça, ce sont des éléments qui sont rassurants avec les dernières études qui sont sorties et qui continuent d'être produites. Ce qui a été vu, c'est que les enfants qui ont été traités pour un cancer, qui font ensuite un traitement par hormone de croissance, je parle de maladie tumorale, pas de leucémie, ces enfants-là vont faire plus de méningiome. Mais en fait, ça, c'est lié à la radiothérapie et pas au traitement par hormone de croissance. Donc en fait, il faut les suivre, bien sûr, et il faut expliquer ça aux familles de façon très transparente. Donc on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas d'augmentation non plus de la mortalité de ces enfants qui sont traités par hormone de croissance. Donc les éléments sont plutôt rassurants et la question est oui, on peut traiter les enfants qui sont guéris d'un cancer par hormone de croissance, en tenant compte, bien sûr, des périodes à risque de rechute, dans le cadre d'une discussion pluridisciplinaire et de voir en fonction de l'âge, de la puberté, etc. On doit monitorer l'IGF-1 et puis, pour les enfants qui ont eu de la radiothérapie, on doit bien sûr suivre l'IRM avec le cancérologue. Alors,
Donc ça, c'était pour la question GH et cancer. Maintenant, je voudrais parler des risques de l'hormone de croissance à long terme. Donc ça, c'est la question qui est posée par tous les patients dès qu'on leur parle d'hormone de croissance. Voilà, il est petit, on a identifié un déficit, on a identifié un syndrome de Turner, on voudrait vous proposer un traitement par hormone de croissance. Ouh là là, l'hormone de croissance, il y a des effets à long terme, mon Dieu, mon mari ne va pas être d'accord, etc. Bon, alors, donc il faut expliquer les choses. Alors, depuis l'hormone de croissance, c'est un traitement qui existe depuis 1958. Entre 1958 et 1985, c'était de l'hormone extractive d'origine hypophysaire. Et donc, dans les années 80, il y a eu les maladies de Creutzfeldt-Jakob, voilà, hein, qui étaient, voilà. Donc ça n'existe plus, ça n'est plus possible. Et donc ça, il faut bien expliquer ça. Depuis 1985, on utilise les hormones de croissance de synthèse et donc on rentre dans des risques ou des effets qui sont différents. Mais l'effet hormone de croissance, finalement, ça fait quand même, on a quand même un certain recul maintenant pour avoir des données. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'aura jamais d'essais randomisés contre placebo à grande échelle. On n'aura jamais de registre contre des populations normales non plus, parce que il n'y a pas les enfants petits ont des IGF-1 plus basses que la population générale, et l'IGF-1 bas protège du cancer, protège de la mortalité. Les enfants grands ont des IGF-1 plus élevés, ça protège ça augmente le risque de cancer et ça augmente la mortalité. Donc il y a des biais partout et donc on ne pourra jamais avoir de choses parfaites pour faire une étude nickel comme tout le monde voudrait. Ça n'est pas possible. Donc on va être obligé d'interpréter les données avec ce qu'on a. Alors, en 2010, gros pavé dans la mare, il y a une équipe parisienne qui a fait une étude qu'on appelle l'étude SAGE, qui a étudié une cohorte d'enfants français, les enfants qui étaient traités par hormones de croissance, qui étaient dans un registre qui s'appelle France Hypophyse, et donc qui a étudié presque 7000 enfants et qui a montré dans cette étude qu'il y avait un risque de mortalité qui était augmenté, puisqu'on attendait 69 morts dans cette étude et il y en a eu 93. On ne sait pas de quoi ils sont morts. Voilà. Donc ça, c'était un problème, mais donc ça a été un gros problème. Ça a remué la communauté française, mais bien au-delà, hein, finalement mondial. Hein. Donc ça a été vraiment un gros souci. Dans cette étude, il y avait, vous voyez, une toute petite augmentation du risque à peine de cancer. Et si vous regardez les atteintes, les cancers des os, une augmentation du risque de cancer des os, puisqu'attendu c'était 0,6 et là, observé 3. Donc, si vous avez une augmentation du risque de cancer des os, ça veut dire qu'il y a un autre cancer qui en avait beaucoup moins. Donc, peut-être ça vous protégeait d'un autre cancer. Bon, bref. Donc, en tout cas, ça, c'était un gros... L'autre chose dans cette étude, c'est qu'il y avait un effet qui était lié à la dose, c'est-à-dire que si on donnait plus de 50 microgrammes kilo jour, c'est ces enfants-là qui semblaient être à risque, mais il n'y avait que, je crois, 40 patients qui avaient reçu 50 microgrammes kilo, donc c'était difficile aussi d'étudier. Donc, comme ça a remué beaucoup de choses, tous les endocrinopédiatres, les sociétés savantes européennes se sont mises ensemble pour faire des compléments d'études et ça continue encore. Et donc, il y a des cohortes de patients européennes. Donc, il y a un registre qui s'appelle SAGE Europe qui a travaillé pour essayer d'éclaircir cette question. Et donc, on a passé le stade aujourd'hui pour dire qu'il n'y a pas d'augmentation de la mortalité chez les patients qui sont traités par hormone de croissance. Et en fait, l'idée, ça a été de classer les enfants dans différents groupes. Vous avez les enfants qui sont considérés comme à bas risque, c'est-à-dire ils ont un déficit, ils ont une petite taille idiopathique, ils ont un petit déficit en hormones de croissance, ils ont une pathologie bénigne entre guillemets. Chez ces enfants-là, donc vous voyez, il y a plus de 24 000 patients dans cette cohorte, il n'y a pas d'élévation du risque.
dans les autres cohortes ou qui sont des patients qui peuvent avoir un risque de prédisposition tumorale parce qu'ils ils sont traités pour un cancer guéri, parce qu'ils ont un syndrome de Turner, parce qu'ils ont ceci, cela. Dans ces patients-là, il y a une petite élévation du risque de mortalité, mais qui n'est pas liée au traitement par hormone de croissance, mais qui est liée à la pathologie sous-jacente. D'accord ? Donc voilà, donc on en est là aujourd'hui avec les effets à long terme de l'hormone de croissance. Mais c'est une bataille de tous les jours et il y a besoin d'être très transparent avec les familles. Et donc en fait, ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on suit les taux d'IGF-1 chez ces patients et on essaye d'être rassurant avec les familles. Donc il y a quelques effets secondaires qui sont liés à l'hormone de croissance et qui sont toujours concordants dans tous les registres. Les œdèmes et les signes d'hypertension intracrânienne au début de traitement. Il y a un risque augmenté d'épiphysiolyse et de maux de tête. En dehors de ça, je vous ai déjà expliqué le reste. Je pense que je vais... Ouais. Je voulais juste faire un tout petit point sur la qualité de vie pour dire que la qualité de vie était diminuée chez les enfants de petite taille, à la fois pour des raisons physiques, des conséquences fonctionnelles de la petite taille, mais aussi sur l'interaction sociale, etc. Et que l'équipe de Michel Pollack à Necker a fait un travail sur montrer est-ce que le traitement par hormone de croissance améliore la qualité de vie. La réponse est oui. Ça améliore la qualité de vie chez les enfants quand on les traite. Donc ça vaut vraiment le coup. Et c'est encore plus vrai chez les enfants qui sont guéris d'un cancer. Et enfin, comment est-ce qu'on va avancer dans l'hormone de croissance, puisque depuis 1985, on n'a pas beaucoup bougé. Donc on arrive aujourd'hui à l'hormone de croissance de longue durée d'action, donc une injection par semaine. L'AMM européenne, c'est là maintenant. Donc on aura ça début 2023. Et donc il y a plusieurs molécules qui sont en cours. L'efficacité est identique à celle de l'hormone de croissance quotidienne. Et donc pour l'instant, l'AMM, c'est pour déficit en hormones de croissance et les enfants nés SGA. Voilà, donc ça c'est l'avenir pour certains enfants et certaines familles, puisque l'observance, c'est un vrai sujet. J'ai terminé. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.